Donc ça a été repris dans cette diffusion. Du coup, ça devient donc disons que cette différence a épousé déjà une différence qui existait déjà. C'est superposé à cette différence. On fait une ligne abstraite pour lui donner une forme expressive, une substance expressive un peu différente. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf dans ce cas-là, ce qui était là d'abord. Voilà. Clarisse. Au début de votre exposé, vous avez montré une carte où il était possible que le U et le E viennent des langues germaniques. Ou est-ce que j'ai mal compris? Oui. D'accord. Alors, mais vous faites cette hypothèse-là pour quelle période? Effectivement, je fais l'hypothèse uniquement pour montrer que le modèle du feature pool sert d'explication pour le changement linguistique dans les situations de contact et aussi dans les situations de changement interne. En ce qui concerne donc le U et le E, voilà. Là, on pourrait penser très théoriquement à la fin de l'Empire romain. Voilà. Mais, parce que vous supposez qu'il y a un U dans les langues saxonnes avant l'utilisation de l'allemand. Ça me paraît curieux. Non. Je vois bien qu'il y a là pas moyen de les décrire à partir des sources historiques. C'est justement pour démontrer que, comme hypothèse, si on disposait des données effectives, qu'on pourrait utiliser le feature pool pour les décrire, comme on le ferait par exemple avec l'hypothèse celtique qui a été avancée aussi. Donc l'hypothèse que le U français serait introduit à partir des langues celtiques, donc du substrat gaulois, avant donc la romanisation de la France. Donc je ne veux pas du tout dire qu'il y a une évidence positive qui est là-dedans. C'est juste pour montrer le potentiel du modèle de feature pool sur les différents niveaux de similarité ou de différence linguistique qui peuvent mener au changement linguistique dans ce modèle-là. Donc du changement interne, par exemple du latin vulgaire aux langues romanes modernes, jusqu'au cas de figure des langues créoles, où on a effectivement des langues extrêmement diverses, extrêmement différentes, qui s'entendraient en contact, et qu'on peut donc décrire avec un modèle abstrait qui nous sert donc d'explication universelle, si on veut. Voilà. Donc, en fait, vous ne savez pas d'où vient le U, le EU, par exemple, au fond. Non, je ne sais pas plus que d'autres langues. Voilà. Moi non plus. Non, c'est ça. Il y a des hypothèses plus ou moins fortes. À mon avis, toutes les hypothèses ne sont pas très fortes, ni l'idée du U celtique, parce que là, on n'a pas de source. Rien. Voilà. C'est ça. Sinon, on a évidemment les chaînes de changement phonologique, du latin vulgaire au français, etc. Ce qui décrit évidemment le changement interne du système linguistique, mais ne dit rien sur les contacts linguistiques, sociaux, l'interaction, etc. Donc, voilà, j'en sais pas plus. Ça sert juste d'illustration pour le modèle. Et c'est pour ça que j'en suis passé à un cas de figure plus récent, celui du aruvulaire, où on dispose évidemment de données beaucoup plus fiables. Et alors justement, à propos de la même carte, ou plutôt juste la suivante, Oui. J'ai été étonné de voir que le R uvulaire, non, sur l'Europe, j'ai été étonné de voir, voilà, que ça va jusque dans le domaine provençal. Alors je suis un peu surpris, et c'est pour ça que je vous ai posé la question, donc non pas sur le d'où ça vient, mais sur le où ça va, c'est-à-dire pourquoi justement la péninsule ibérique, elle, vous la laissez à l'écart, parce qu'entre le provençal et le valencien ou le catalan, c'est extrêmement proche. Donc expliquez-moi ou expliquez-nous, moi je suis provençal, c'est pour ça que j'entends ça, je suis étonné de voir un R uvulaire. Et qui ne s'étend pas au catalan et au valencien, par exemple. Alors pour commencer, ce n'est pas moi qui ai fait la carte. D'accord. Et je voulais l'utiliser justement pour montrer notamment les centres urbains qu'on peut très bien voir dans le domaine germanique. Donc pour la France, aucune discussion. Mais ensuite, je suis étonné de voir que cette carte s'étend jusque dans le domaine franco-provençal. C'est pour ça que j'ai dit que la carte sert de symbole, mais... Parce qu'en Saône-et-Loire, il y aurait un bon exemple du R uvulaire
que tu réclamais tout à l'heure, dans le Charolais. Hein. Ou même dans le Limousin, les personnages limousins de Molière prononcent encore un R uvulaire. Merci. Moi, j'avais une petite remarque, parce que vous parlez des langues d'Europe, et je suis frappé du fait qu'il y a un exemple non européen, mais qui est sans doute lié au français quand même, qui est le cas marocain. Puisque dans le cas marocain, dans le dialecte marocain de Fès, le R est uvulaire, et rien que là. Et c'est aussi le lieu de l'aristocratie. Alors, est-ce que c'est lié au protectorat français? C'est possible. Mais en tout cas, je vous le signale, puisque là, il était question de la diffusion du R uvulaire en Europe. Il n'y a pas que là. Et moi, je l'ai remarqué au Liban. Ah bon? Mais il y a 50 ans, excusez-moi. Ça a fait disparu complètement avec le français au Liban, mais je l'avais remarqué à l'université Saint-Joseph. Mais dans leur arabe ou en il y a français? 50 ans. Non, pas en français, en arabe. Dans leur arabe. En arabe, local. Là aussi, à l'université, d'accord. Mais je l'avais remarqué. Oui, mais ce serait le lieu privilégié, effectivement, évidemment, l'université. Voilà, moi c'est intéressant, j'en savais rien parce que l'arabe c'est pas mon domaine. Mais pas nécessairement en France. Pas nécessairement en France, au Liban, en Égypte, chez les francophones. Cher ami. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce que tu dis des mêmes classes, tu peux parler arabe avec avec le R apical, lorsqu'elle parle français, Parfois, oui, parfois ça bougeait. Mais parce que moi je suis alsacienne au départ. Et c'était très clair que les gens savaient faire les deux R. Et que, bon, quand ils se contrôlaient, c'était le R uvulaire. Et puis, hop là, avec mon professeur de grec, qui était agrégé de maths et de grec, quand il rentrait en classe, il disait « Clarisse, bande de traîtresse que tu es !» Je savais tout de suite qu'il était de mauvaise humeur. Il roulait les airs. Je veux dire, non, sinon il ne les roulait pas. Je veux dire, donc, et il savait faire tout l'ensemble de toutes les langues comme ça. Donc il y avait il y avait un jeu quand même. Oui, un jeu. Toujours en fonction de l'énoncé, dans le contexte social de l'énoncé. J'ai une question, c'est un peu sur votre démarche, puisque ce qui rend difficile la discussion par certains côtés, c'est au fond que vous ne présentez pas d'enquête sociolinguistique, et donc on reste à un niveau d'hypothèse très général. Moi, tant que je n'aurais pas vu des données d'enquête venant de Gand, qui montrent, pas seulement en interrogeant les locuteurs, mais vraiment dans différents contextes, etc., comment ça marche, c'est très difficile d'évaluer et de voir ce type d'hypothèse. Parce qu'évidemment, par exemple, une des thèses les plus évidentes, c'est qu'il n'y a jamais, s'il y a une lexicalité sociale, il y a une lexicalité stylistique. Sauf si on est vraiment passé au niveau catégoriel, mais s'il y a de la variation, et on peut penser qu'il y a de la variation même pour les classes supérieures dans certains contextes, ça veut dire que toi tu parles d'un système sémiotique où il n'y a que de l'invariant, mais enfin depuis longtemps on sait que la langue c'est fait de variations, c'est invariant et variation, et pas simplement des variantes libres, mais des variantes qui sont contrôlées de façon interne et socialement. Donc ce qui rend un peu difficile, je dirais, pour une discussion un peu plus approfondie, c'est qu'on passe vraiment aux données d'enquête et on regarde de près ce qui a été donné. Parce que sinon, évidemment, que le modèle de Moufouéné, il peut marcher. Je veux dire, il est tellement flou, je veux dire, feature pool. Pour les langues créoles, on ne peut pas documenter l'origine. Enfin, on peut tout à fait avoir ce genre d'hypothèse. De toute façon, on ne saura jamais si on a amené ça ou on a une hypothèse de relexification. Enfin, on ne pourra jamais, je veux dire, on ne pourra jamais vraiment... Enfin, on peut dire des choses quand même, mais pas de façon très approfondie. Mais effectivement, dans vos cas, dans votre cas, de la propagation du R uvulaire sur l'Europe du Nord, là c'est intéressant parce que c'est encore un changement en cours. Donc, on est dans un cas assez classique où là on peut le documenter, il peut y avoir des enquêtes, et clairement quand même, l'idée que ça serait un modèle de type feature pool à la Moufouéné, c'est quand même tellement peu sophistiqué. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on va le joindre à un principe des premiers arrivés il faudra trouver d'autres principes là, sociaux. Mais à mon avis, ça ne sera pas des principes sociaux aussi macro. Il va falloir aller de façon beaucoup plus sophistiquée dans l'analyse sociologique, dans l'analyse sociolinguistique des phénomènes.
Regardez aussi le rôle de cette variante par rapport aux classes lexicales, enfin, aux classes grammaticales, enfin, rentrez vraiment dans l'analyse sociolinguistique. Donc, je trouve intéressant ce que vous avez proposé, enfin, ce que vous avez, dans quoi vous êtes inscrit, mais j'ai trouvé pour la discussion, qu'il nous manque encore une étape de plus. Ouais. Est-ce que vous comptez aller enquêter? Enfin, quel est un peu votre projet de ce point de vue-là? Oui. Alors là, je dirais presque l'inverse pour ce qui est de l'idée du feature pool, justement parce qu'on ne dispose pas des enquêtes historiques, on ne dispose pas des données de ce temps-là. Il faut plausibiliser d'une autre manière. Ici, donc, par exemple, à partir des enquêtes qui ont été faites pour le cas de Gand, pour le cas de la Norvège, etc., où on a effectivement toutes ces données qui ont été prélevées, on peut hypothétiser à partir de ces données très très précises pour rendre plus plausible le modèle de feature pool et pour en déduire la feature pool. Il faut le spécifier en termes de micro-variations, de micro-analyse. On n'est pas là où tout le monde arrive et on met les features sur la table. Enfin, la métaphore elle-même, elle est tellement faible. Pourquoi est-ce qu'il y a des poules? C'est ça que je voulais dire. Voilà, parce qu'il y aura un pool, parce que ça y est, on arrive et puis on met, et puis les auditeurs sélectionnent. Enfin, c'est le modèle écologique qui est quand même d'une faiblesse. On a des modèles sociolinguistiques plus sophistiqués que le modèle écologique de Moufouéné. Il est peut-être à la mode, mais il est quand même très très faible. Ce modèle où on aurait un pool, voilà, on aurait ça, puis on sélectionnerait, ou un côté, c'est quand même, c'est pas comme ça que ça fonctionne, à coup sûr. Il faut aller regarder et voir véritablement les mécanismes. Oui, c'est une approche plus positive. C'est une métaphore. C'est-à-dire qu'il y a des... Disons que ça le traite comme une mode. Ça par exemple, les incroyables et les merveilleux, les incroyables et les merveilleux. Voilà. Bon, voilà. Bon, donc, ça a duré combien? 10 ans. Bon. Ça ressemble à... Ça nous décrit, en tendance lourde et historique, quelque chose qui ressemble à une mode. Voilà. Ou juste si quelque chose est accroché et sert à provoquer les autres. Voilà. Donc, initialement, et on comprend pourquoi ça s'installe, ça dure, voilà. Donc, c'est ça. Ce qui est éventuellement par certains côtés. Peut-être. Oui, non, j'allais juste dire que ce que vous appelez faiblesse du modèle, je dirais que c'est plutôt un degré d'abstraction dans ce cas-là. Vous voyez, justement, parce que si vous dites que c'est tellement général, c'est justement à partir de là qu'on peut faire notamment l'union entre les modèles de contact linguistique, qui sont très très spécifiques dans certains cas, là où on dispose évidemment des données positives, et des cas de changement interne, où on dispose très souvent, très classiquement, de ces chaînes phonologiques, etc. Mais ce sont des modèles qui très souvent sont traités à part. Donc on ne fait pas du tout le lien entre le changement interne d'un système historique, hérité si on veut, et les modèles de contact linguistique. Ce sont des mondes qui se parlent très peu. Et c'est ce niveau d'abstraction qu'on peut tout à fait qualifier, si vous voulez, de superficiel, mais qui permet justement à au moins concevoir une idée abstraite de ce qui peut se poser dans le changement linguistique, dans les deux cas de figure, et les deux cas de figure qui peut-être ne s'excluent même pas mutuellement, parce que très souvent, on dit dans un cas spécifique, est-ce que c'est du contact linguistique ou est-ce que c'est du changement interne? Effectivement, ce n'est pas nécessairement soit l'un, soit l'autre, ça peut être les deux, ou ça peut être un cas de figure qu'on arrive à décrire sur un niveau d'abstraction plus général que le modèle feature pool peut nous fournir. Donc, la faiblesse que vous voyez, pour moi, c'est plutôt un potentiel, beaucoup plus que la superficialité. Oui, je voulais dire un truc, mais c'est sur les mots, mais en fait j'ai autre chose à dire. C'était par rapport à ce que dit Marie, c'est un peu que si j'avais été un personnage prestigieux et vous aimez contacter avec moi ou dans une cour, si je me mettais à parler avec une cerise dans la bouche, donc prononcer d'une certaine façon, éventuellement ça aurait créé une espèce de mini-mode éphémère qui aurait dû durer un temps, parce que ça aurait procuré un certain style distinctif. Mais ça c'est juste une boutade. Et je voulais revenir plus sur les fonds. Parce qu'en réalité, je comprends que vous rapprochez les deux cas de figure derrière cette hypothèse des feature pool. Alors que moi, je vois les deux cas de figure très différents. Donc entre le E et le U.
Açores, et qui sont et les aires uvulaires dont la diffusion on peut suivre et on peut même imaginer comme un vecteur de prestige, d'appartenance de classe sociale. Je peux ajouter à votre liste, et ça vous ne le trouverez plus dans la langue, mais vous le trouverez facilement dans la littérature russe. Au XIXe siècle, c'était aussi un élément, première moitié distinctif de classe sociale, et l'air uvulaire, et ensuite c'était même un élément de ridicule. Donc quand on disait, il prononçait le R à la française, c'est pour dire que c'est un personnage prestigieux, prétentieux, donc la diffusion, donc le prestige a existé à un certain moment, et puis les changements avec que, en réalité, il a été même réprimé, c'est-à-dire se considérer un trait. Mais je reviens à la question, c'est-à-dire, dans un cas, si on revient sur la notion de valeur symbolique, il y a une certaine valeur symbolique, effectivement, uvulaire, puisque c'est pris comme une prononciation de prestige, et ça me rehausse au niveau d'une certaine classe sociale appréciée, alors que, et là je vois sans de question, alors que dans l'autre cas de figure, donc le E, et je ne vois pas les rapports. Sauf effectivement si vous l'avez regroupé dans le cadre du feature pool. Donc pour le E et le U, je crois que c'est le plus visible dans le cas de figure des Açores, où il y a tout ce narratif qui est là-dedans. Donc les locuteurs qui vous racontent toute une histoire de l'histoire française et flamande de l'U qui n'existe pas, mais qui servent justement d'explication pourquoi on a ce trait particulier pour se distinguer. Pour les autres langues comme le français ou l'allemand, c'est sans doute justement parce que c'est un phénomène tellement historique que ce n'est pas tellement présent que c'est le cas dans le cas du R uvulaire. Mais là aussi, donc, comme vous le dites, il y a ce narratif qui est derrière, qui est le narratif d'une bourgeoisie, par exemple, une prononciation exagérée, évidemment, qui peut faire que cette valeur peut s'inverser, donc qu'elle peut se retourner, si vous voulez, contre la groupe